Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est l'économiste et historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour et tous mes meilleurs vœux pour Merci, tous mes vœux. cette année qui commence de manière effectivement plutôt volcanique. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. On rentre dans le vif du sujet. La Maison-Blanche donc considère l'acquisition du Groenland comme une priorité, c'est ce qu'on nous dit, de sécurité nationale pour contrer l'influence russe et chinoise dans l'Arctique. Est-ce que c'est, j'ai envie de dire, à juste titre ou pas? Parce que moi, j'ai cru comprendre que les Américains convoitaient surtout les ressources minérales du Groenland. Mais peut-être que j'ai mal compris. Alors, c'est l'application de la nouvelle doctrine de sécurité que Donald Trump qualifie la doctrine de Monroe, donc Monroe revue par Donald, et qui fait que le monde se répartit en zones d'influence impériale et que les États-Unis estiment que depuis la Terre de Feu jusqu'à l'Alaska et le Groenland, c'est leur domaine réservé, avec finalement l'application de l'équivalent de la doctrine Brejnev, une souveraineté limitée. Sur le Groenland, donc, il y a deux types d'enjeux, les terres rares qui ont été avancées, mais c'est vrai que il y a également un véritable enjeu stratégique. D'abord, il faut rappeler que depuis très longtemps, depuis des accords qui datent des années 40 et ensuite des années 50, le Groenland abrite une des principales bases américaines du monde, à Thulé, qui sert notamment pour faire la détection avancée d'éventuels tirs de missiles à l'époque soviétique et maintenant russe. C'est une des plus grandes bases militaires du monde et en réalité, les États-Unis sont largement chez eux. Évidemment, avec le réarmement nucléaire, on peut développer ces installations, mais ça, c'est déjà là. La nouveauté, c'est effectivement l'ouverture potentielle d'une route maritime par l'Arctique. Du fait du réchauffement climatique ? Avec le réchauffement climatique. C'est vrai que les Russes sont les derniers à avoir gardé la capacité de brise-glace nucléaire qui leur permettent d'avoir la maîtrise assez grande de cette route. Et c'est vrai que les Chinois, de manière systématique, assurent une présence également dans l'Arctique. Donc il y a vraiment un enjeu de sécurité nationale. Alors, il y a un enjeu de sécurité, mais c'est là où la réponse est extrêmement paradoxale. C'est que le Groenland, via le Danemark, fait partie de l'OTAN, qui a déjà cette base américaine considérable. Et en réalité, il y a un enjeu de sécurité, mais qui peut parfaitement être géré dans le cadre de la souveraineté actuelle du Danemark sur le Groenland. Trump dit bien, plusieurs options sont à l'étude pour mettre la main sur le Groenland. Le président américain qui dit, ce sont ses mots, étudie activement un achat du territoire danois, sans pour autant exclure évidemment l'option militaire, mais mais ça ne s'achète pas, d'autant que la Première ministre danoise a clairement rappelé que son pays n'était pas à vendre. Alors, un pays, ça ne s'achète pas. Les États-Unis ont déjà recouru plusieurs fois à cette méthode, puisque toute la Louisiane, quand Napoléon a vendu, on pense toujours à la Louisiane, mais c'était beaucoup plus étendu que ça. En réalité, il y a pratiquement tous les États du Sud ont été vendus par la France aux États-Unis. Ensuite, il y a eu l'achat de l'Alaska à la Russie. Également à la fin du 19e siècle. Et l'idée d'acheter le Groenland a été régulièrement avancée depuis le début du XXe siècle. Donc, les États-Unis ont déjà recouru souvent dans leur histoire à ce genre de négociation. C'est pas à vendre, dit la Première ministre danoise, donc ça règle le sujet. L'utilisation de l'armée, ça reste une option, c'est ce qu'a redit la Maison-Blanche. On croit ou on ne croit pas du tout à ce scénario de l'envahissement encore une fois, parce que là, on serait avec des soldats américains qui s'en prendraient un allié de l'OTAN. En fait, l'envahissement est très paradoxal, parce que, comme je le disais, pour l'instant, le plus grand nombre de militaires au Groenland, ce sont de très loin les militaires américains, qui sont en fait déjà sur place. Je pense que, comme toujours avec Donald Trump, on voit que d'abord, il ne se fixe aucune limite, et que son but, c'est de faire peur. Quel est son but, alors ? Quel est son objectif et comment ça se termine ? De faire peur à la partie adverse, et on peut imaginer que ça va se terminer avec un nouvel accord signé avec le Danemark qui offrira
encore plus de facilité, et sans doute l'ouverture d'une deuxième base américaine pour contrôler justement cette nouvelle route maritime, avec également finalement un peu ce que Donald Trump prétend obtenir pour le Venezuela, et avec, j'allais dire, une prise de contrôle des ressources en matières premières du Groenland par les États-Unis. Donc ils vont se faire piller, le Groenland va se faire, et le Danemark va se faire piller par leurs ressources naturelles et minérales par les États-Unis sans rien dire. Le Danemark ne sera pas en position de résister, d'autant que, d'abord, la comparaison des forces armées, et surtout, par ailleurs, le Danemark est entièrement équipé de matériel américain, et comme chacun sait, le F-35, il ne décolle pas sans l'accord des États-Unis. Donc, et par ailleurs, dans l'état actuel, on l'a vu avec déjà la manière dont Mme von der Leyen s'est couchée devant Donald Trump dans la négociation commerciale, il est certain qu'aujourd'hui, la solidarité des Européens avec le Danemark sera extrêmement limitée. Non seulement il n'y aura pas de soutien militaire, il y aura un soutien politique du bout des lèvres. On aura Mme Kallas qui appellera les partis à la retenue, comme elle l'a fait pour le Venezuela. Mme Kallas Kaja Kallas, qui est la haute représentante de l'Union pour la politique, et qui a appelé les partis à la retenue au Venezuela après le raid américain. Ouais. Donc c'est complètement... Ça n'a aucune prise sur le réel. Donc ça finira par un deal. Et je pense qu'il n'y aura même pas de sanctions économiques contre les États-Unis. Donc pour moi... Donc ça finira par un deal. Ça finira effectivement par une transaction qui sera extrêmement favorable aux États-Unis. Ouais, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. La capture de Nicolás Maduro, Nicolas Bavrez, est-ce que ça constitue un signal comme quoi c'est la géopolitique qui fait plus que jamais l'économie, ou pas? Ou c'est excessif de dire ça? Non, clairement oui. Regardons ce début d'année. Donc on a les États-Unis, l'opération sur le Venezuela, qui est d'un point de vue militaire un chef-d'œuvre. On en reparlera d'un point de vue stratégique, c'est beaucoup plus ambigu, mais c'est quand même un signal très clair envoyé à la Chine et surtout à la Russie. On a, de continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire C'est-à-dire que la Russie continue de chercher à envahir ses petits voisins. Le signal, c'est de leur dire que très clairement, ils ne sont plus les bienvenus en Amérique latine. Bien sûr, vous avez raison. Et ça a été confirmé par l'arraisonnement du pétrolier russe. Ouais. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça acte le ralliement des États-Unis à la logique impériale des zones d'influence. Donc ça donne assez largement carte blanche à la Russie pour l'Ukraine et puis à la Chine pour Taïwan. Mais d'ailleurs, justement, il est frappant de voir que la Chine a bien compris le message puisqu'elle a engagé des manœuvres d'une ampleur sans précédent qui simulent le blocus de Taïwan. Il y a également ce qui se passe en Iran, qui est très important, qui est à mon avis insuffisamment couvert par les médias français. C'est-à-dire que le régime iranien, il y a déjà eu, c'est le 5e soulèvement des Iraniens contre le régime. Oui. Les 4 précédents ont été écrasés dans le sang, mais je pense que cette fois-ci, la donne est potentiellement différente parce qu'il y a une prise en tenaille du régime des Mollahs par la population qui n'en peut vraiment plus et qui est prête à prendre des risques considérables pour se débarrasser. Qui n'en peut plus de l'inflation, qui n'en peut plus de l'absence de liberté, qui n'en peut plus... Absolument. Et du fait qu'elle est complètement elle a été sacrifiée à un empire qui s'est disloqué en 2025 et à une course à l'arme nucléaire qui a été non pas totalement arrêtée, mais en tout cas fortement ralentie également en 2025. Et il y a cette prise en tenaille aujourd'hui entre des manifestations qui sont maintenant avec des affrontements armés avec les forces de sécurité à l'intérieur et qui s'étendent dans tout le pays, y compris dans les zones rurales. Et puis de l'autre, Israël qui a fait valider par les États-Unis un nouveau plan de frappe Iron Strike sur l'Iran, et Donald Trump qui, au lendemain de l'opération au Venezuela, a indiqué qu'il n'accepterait pas que les manifestants soient massacrés par le régime. Donc, cette fois-ci, avec un régime qui est très affaibli, qui a moins de ressources économiques et qui, par ailleurs, militairement, a quand même beaucoup perdu. Son arsenal balistique a été à peu près complètement détruit. Le nucléaire est en tout cas en suspens. Et toutes les défenses du territoire iranien ont été détruites par les frappes israéliennes. Donc,
c'est une situation qui est tout à fait singulière. Et par ailleurs, dans les grands changements, on parlait d'économie, c'est vrai qu'avec cette logique impériale, on a aujourd'hui une croissance mondiale qui résiste pas si mal, puisque... C'est vrai, c'est à 3%. Mais au niveau mondial. Quand on regarde la réorganisation des échanges, c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a bien une logique de blocs qui est en train de se mettre en place avec des blocs commerciaux, politiques, idéologiques autour de ces empires. Claude Avresse, je vous lis évidemment quand vous écrivez dans le Figaro, vous écrivez que l'année 2026 inaugure une nouvelle ère dominée par les prédateurs. Parce que la force maintenant prime sur le droit. C'est un bouleversement quand même ça. Enfin, un bouleversement, ça dépend à quelle échelle de l'histoire on se situe. Hein. Non, mais c'est vraiment la fin de... Et c'est vrai que très souvent, on a l'impression qu'on vit un moment tout à fait historique, que l'histoire bascule, et généralement c'est faux. Mais là, c'est vrai. En un an, Donald Trump a liquidé l'ordre mondial de 1945, l'ordre économique, multilatéralisme et libre-échange, et l'ordre climatique. C'est quand même spectaculaire. Et donc maintenant, il va falloir que chacun s'adapte. Ceux qui vont refuser de s'adapter, notamment parce qu'il y a une asymétrie complète entre ces empires et les nations qui veulent être souveraines. Mais les nations qui veulent être souveraines, il va falloir qu'elles s'adaptent très vite en termes de sécurité économique et de sécurité stratégique et militaire. Dans un monde de prédateurs, on se dirige vers de plus en plus de conflits armés de par le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on est quasi sûr. Ah ben, c'est une réalité. Il n'y a jamais eu autant de en 2025, il n'y a jamais eu autant de conflits armés depuis 1945. Et l'effet qui va de pair avec les empires, c'est la libération de la violence. D'ailleurs, on le voit très bien avec Trump, même si c'est sûrement pas son option privilégiée, mais il est quand même extravagant que le président des États-Unis menace d'employer la force armée contre un de ses alliés de l'OTAN. Ouais, c'est du jamais vu, ça. Bien sûr que non. Et donc, autant à l'intérieur du pacte de Varsovie, on avait vu ça, mais à l'intérieur de l'OTAN, c'est quelque chose... et surtout, la violence, elle change de statut, elle monte en intensité, elle est de plus en plus variée, parce qu'on voit, il y a la guerre hybride, il y a le cyber, il y a l'espace qui est en train de se militariser. Et surtout, la violence, elle change de nature et de statut. C'est-à-dire que après les tragédies du XXe siècle, si vous voulez, depuis le XVIe siècle et la sortie des guerres de religion, on a essayé quand même d'encadrer, de limiter la violence. Évidemment, ça n'a pas empêché des guerres, évidemment, ça n'a pas empêché des catastrophes, des guerres mondiales, des génocides. Mais ce qui est frappant, c'est que, et y compris les nazis, ils ont cherché à cacher la solution finale. Ils ont fait sauter les chambres à gaz. Ils ont essayé de détruire ils avaient caché la conférence de Wannsee. Aujourd'hui, ce qui est donc la violence était éventuellement utilisée, mais elle n'était pas valorisée. Aujourd'hui, là où il y a un vrai changement, c'est que la force est un culte, que la force est revendiquée, que la violence devient une valeur positive. Regardez les massacres du 7 octobre en Israël, eh bien, les viols, les assassinats, les bébés écrasés, tout ça est filmé, documenté. Non seulement ça n'est pas caché, mais c'est affiché sur les réseaux sociaux et c'est une arme de recrutement et de propagande. Regardez Poutine avec les frappes sur les populations civiles, normalement ce sont des crimes de guerre, tout ça est tout à fait documenté, accepté, assumé comme un des moyens d'obtenir que l'Ukraine et les Ukrainiens acceptent une capitulation inconditionnelle. Donc, ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est que ce mouvement, qui était vraiment un mouvement séculaire, depuis la sortie des guerres de religion, le traité de Westphalie, on avait essayé de limiter la violence, de la tenir notamment, de la limiter chez les jeunes. Et aujourd'hui, elle sort de tous les cadres avec les États, avec le narcotrafic, avec les bandes criminelles. Qui sont ces prédateurs ? Les prédateurs, ce sont les puissances impériales. Oui, mais qui alors ? Aujourd'hui, très clairement, Chine, Russie, États-Unis, et derrière, l'Iran a reçu des coups très durs en 2025, mais c'était son ambition. La Turquie également est en train de pousser très fortement en Méditerranée, au Moyen-Orient, et puis en Asie centrale. Et puis on voit que des
des États-continents comme l'Inde, le Brésil, le Nigeria, d'une certaine manière l'Afrique du Sud, se positionnent, l'Indonésie aussi, ce sont des superpuissances démographiques et qui aujourd'hui se positionnent comme les futurs géants à côté des quelques grands qu'on a évoqués auparavant. Oui, après, pour nous, pour nos démocraties européennes, occidentales, européennes, on est en danger parce qu'on est vulnérable, j'imagine, c'est le prolongement du L'Europe, elle est en très très grand danger, bien sûr, oui. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'adapter. Comment on fait pour s'adapter dans un monde où la seule loi est finalement la force, quand on est européen? La grande difficulté pour l'Europe, c'est que justement, les principes sur lesquels elle s'est reconstruite après 1945, tout son monde est en train de s'écrouler. L'Europe pensait que la paix était fondée sur le commerce et le droit. Elle pensait que le grand marché donnait du pouvoir géopolitique. Elle pensait qu'on pouvait avoir un soft power économique et commercial coupé du hard power, c'est-à-dire de l'exercice de la force armée. En fait, elle a cultivé toutes ces illusions parce que derrière, elle pouvait croire à tout ça parce qu'il y avait la réassurance des États-Unis sur le capitalisme et surtout sur la sécurité de l'Europe. Sur fond de chute. Maintenant que ça n'existe plus, l'Europe revient au monde réel, à l'histoire réelle, qui est une histoire de rapport de force, de puissance, de guerre, de crise, de Donc on fait quoi alors? Comment on retrouve puissance et donc ce qu'on fait, c'est qu'on convertit, il faut arriver à convertir ce logiciel vers souveraineté, sécurité, et que pour ça, il y a deux manières de le faire. Sur le plan économique, c'est le rapport Draghi, avec aussi le rapport l'État sur la partie juridique et financière. Donc, rapport qui est bien rangé dans l'étagère. Compétitivité et sécurité. Mais justement, maintenant, je pense qu'on ne peut pas continuer à l'avoir sur étagère. Et donc maintenant, il est grand temps de mettre Mme von der Leyen dehors et de la remplacer par Mario Draghi. On a l'agenda, on a la stratégie. On n'a pas le leadership pour le faire, mais on l'a potentiellement. Et l'autre point, c'est que sur la défense, le réarmement du continent qui est une priorité, ça n'est pas l'Union européenne, ça n'est absolument pas sa mission, elle n'en a pas la capacité. C'est un directoire des grands États qu'il faut mettre en place. Alors, on en a un peu l'expérimentation ou la préfiguration avec la coalition des volontaires pour l'Ukraine, qui ne sert pas à grand-chose parce qu'on fait des grands accords sur qu'est-ce qui se passe après le cessez-le-feu, mais pour l'instant, le vrai problème, c'est d'obtenir le cessez-le-feu. Mais il n'empêche que d'arriver à faire travailler ces grands États qui ont des capacités militaires en Europe en lien avec les États-Unis, ça, clairement, ça a du sens et c'est ce qu'il faudrait faire. Donc un directoire avec France, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne, Suède et Finlande. L'Europe doit soutenir indéfiniment, militairement et financièrement l'Ukraine. Pour l'instant, c'est le choix le plus rationnel, bien sûr, parce que ça permet. Pourquoi ? Parce que ça permet de fixer la Russie, ça permet de continuer quand même à affaiblir considérablement son potentiel, et ça nous donne du temps pour faire ce dont on vient de parler. Et donc, il faut rétablir une capacité de dissuasion des Européens face aux Russes. Et ça, pour ça, où s'arrêterait la Russie on a besoin de... Si l'Ukraine tombait, où s'arrêterait la Russie? Ouais, Poutine a été très clair, hein, son but c'est de reconstituer l'empire soviétique. Et donc il va jusqu'où? Jusqu'à quelle frontière? Alors les plus extrêmes, vous avez vu que certains de ses conseillers ont parlé de tout brûler jusqu'à la Manche. Oui, c'est un peu extrême. Ce qui est certain, c'est que Poutine considère que les États baltes, la Finlande, la Roumanie, la Pologne, et que tout ça, ça a vocation, en tout cas, à être au minimum neutralisé. Envahi mais neutralisé. Voilà. Mais c'est ce qu'on voit aussi. C'est frappant de voir que maintenant, ces grands empires ont les mêmes mots. Trump, il parle de patriotes en Europe. Ce qu'il appelle les patriotes en Europe, c'est les partis d'extrême droite qui souhaitent voir accéder et qu'il soutient. La Chine à Taïwan, elle fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle fait des démonstrations de force militaire, mais sa priorité, c'est de phagocyter l'île. L'élection présidentielle est en 28, et qu'est-ce que dit Xi en ce moment? C'est assez extraordinaire, c'est les mêmes mots. Il dit
il veut voir des patriotes au pouvoir à Taipei. Et pour Poutine, ce sont les mêmes mots. Qu'est-ce qu'il veut voir ? Il veut voir des patriotes, comme il a dit, puisqu'il considère qu'en Ukraine, ce sont des nazis qui sont au pouvoir. Il veut voir des patriotes au pouvoir en Finlande, dans les États baltes, etc. Ce qui veut dire simplement des dirigeants pro-russes, comme il en a longtemps eu en Ukraine. Juste, on va se quitter là-dessus, Nicolas Bavrez, mais et si Trump était, pour revenir à l'Amérique, une parenthèse ? Parce qu'il y a des midterms, des élections de mi-mandat, qui pourraient remettre un peu d'équilibre et de contre-pouvoir, ou est-ce que pour vous, il y a un tournant illibéral en Amérique qui est peut-être irréversible ? Moi, j'ai du mal à... La parenthèse, j'allais dire, l'hypothèse de la parenthèse, Trump. On pouvait la défendre sur Trump 1. Avec Trump 2, comme je l'ai dit, quand on voit le basculement, et sur les États-Unis en démocratie libérale, et sur le changement du monde... c'est quoi une démocratie illibérale, s'il faut expliquer juste en 2 secondes ? Une démocratie libérale, c'est une démocratie où le dirigeant autoritaire. A une toute puissance, où il n'y a plus de contre-pouvoir, où l'État intervient directement dans l'économie et où il prétend contrôler les médias, les universités et la science. Aujourd'hui, tous ces facteurs qui existaient par exemple dans la Hongrie de Orban, on les trouve exactement aux États-Unis. Donc c'est un basculement qui est inouï. D'ailleurs, c'est frappant de voir, ça nous rappelle, quand on regarde aussi l'Europe des années 30, notamment l'Allemagne, à quel point la démocratie est fragile, parce qu'elle elle repose sur des mécanismes de l'état de droit, et puis sur sur la mobilisation des citoyens. Et tous ces contre-pouvoirs, ils ont craqué aux États-Unis. Oui, mais encore une fois, il y a les élections en novembre 2020. Il y a quelques Dans 2 ans, il ne sera plus président, Trump. Donc Oui, mais si c'est J.D. Vance qui lui succède, d'abord, il a quand même évoqué 1 ou 2 fois l'idée d'un 3e mandat. On va voir ce qui se passe. Et puis, je pense que le tournant du Parti républicain, il est assez irréversible. Et pour l'instant, on voit qu'il y a une opposition démocrate qui est vivace et qui renaît au plan local, mais on n'a pas pour l'instant d'alternative démocrate crédible au plan national. Ça arrivera peut-être d'ici la prochaine élection. Mais en tout cas, les tournants qui ont été pris en politique étrangère, j'allais dire, et par ailleurs les dégâts qui ont été faits sur l'éclatement, par exemple la fin de l'Occident, ça maintenant c'est terminé. L'OTAN ne sera jamais plus une alliance avec le même degré de solidité et de crédibilité qu'elle pouvait avoir avant. Et quand on regarde les alliés asiatiques, c'est presque pire. Donc pour le Japon, la Corée, évidemment Taïwan qui est quasiment lâché face à la Chine, là aussi les changements sont irréversibles. Donc on a vraiment changé de monde, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette décennie 2020, elle va vraiment être très importante pour le 21e siècle. Ce système-là va peser pendant des décennies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'Europe ou pour un pays comme la France, c'est horrible parce que, comme on l'a dit, le pays est complètement à l'arrêt, autant l'histoire accélère, mais nous, on a un pays qui est complètement gelé et qui est incapable non seulement d'avoir un budget, qui revient en arrière sur la retraite, enfin, qui est incapable de régler une crise agricole qui traîne depuis plus de 2 ans. Il ne se passe plus rien. La France est congelée dans un monde qui, lui, va à toute allure. Et donc, c'est très important. L'Europe, elle va vraiment avoir le choix entre le partage entre les 2 empires, de nouveau, ou alors le fait de se positionner, pas comme un empire, mais comme un bloc ayant ses valeurs, sa civilisation propre et la capacité à les défendre. Ça va se jouer d'ici 2030. Et la capacité de la France, soit à disparaître des 10 premières puissances mondiales et à devenir vraiment un pays de 2e zone, ou de continuer à pouvoir jouer un rôle dans le monde, ça aussi, ça va se décider dans ces 4 années décisives. Donc c'est vraiment un moment, pour le coup, oui, c'est vraiment un moment de basculement de l'histoire, un moment clé que nous vivons. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous. C'est toujours un plaisir. Entretien avec l'économiste et historien Nicolas Bavrez sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup.